Bienvenue dans Drapeau Noir et Soleil, le podcast qui revient sur les personnages hauts en couleur et les histoires folles méconnues de notre histoire européenne. Chaque semaine, nous vous lirons un chapitre d'un bouquin qui nous a marqués dans notre parcours militant, suivi d'un débrief avec notre approche légère et sans prise de tête. Bonjour à tous, ici Kozak et bienvenue dans ce 5e épisode de Drapeau Noir et Soleil. Je suis évidemment en compagnie de Alfie. Salut à tous. Et aujourd'hui, le chapitre du jour s'intitule La guerre notre mère. C'est le 6e chapitre du bouquin et c'est Alfie qui va nous le lire. C'est ça. Donc d'ailleurs, pour la petite anecdote, La guerre notre mère est un livre de Ernst Jünger, encore sur la guerre, un peu comme Orage d'acier. Donc voilà, je sais pas dans quelle mesure les uns et les autres se sont copiés pour le nom de ce chapitre ou le nom du livre. À mon avis, Olivier Toseri, il a fait une grosse ref à Ernst Jünger parce qu'il le cite plusieurs fois dans le Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Donc voilà, merci pour votre écoute du dernier chapitre. Vous êtes de plus en plus nombreux sur les différents réseaux de Drapeau Noir et Soleil. On vous invite une fois de plus à venir nombreux, à commenter chaque podcast sur Spotify ou voilà sur Instagram ou quoi que ce soit. Peut-être tu veux parler du chapitre. Ouais. Ce chapitre, il fait un peu référence au chapitre 2, le divin Divo, de la folie d'Annunzio, qui décrivait plutôt Gabriele d'Annunzio, en fait. Donc oui, comme un acteur, comme quelqu'un qui performe. Voilà. Donc c'est un peu la continuité, mais on rentre un peu plus dans sa psychologie, peut-être. Ouais. On peut dire ça. Et on va passer tout de suite à la lecture par Alfie. Chapitre 6. La guerre, notre mère. On dirait un bilboquet. L'adolescent pouffe en labourant les côtes de son voisin de coups de coude. À un autre moment, celui-ci l'aurait corrigé pour cette insolence. Mais il ne veut rien perdre du spectacle sur le point de commencer. Le public qui s'est massé sur la place bruisse. Il sait qu'il prendra part à la représentation et son brouhaha ressemble à la balance qu'effectuent des musiciens avant un concert. Des cris grêles d'enfants se distinguent de vivats rauques mêlés à quelques rires pointus. Le ciel achève ses derniers réglages. Le crépuscule rend la façade blanche du palais duvetteuse, alors qu'il y a quelques heures à peine, elle était une lame que la lumière crue faisait onduler. Une torture pour la vue fragile du maestro qui se penche au balcon. Sa tête ressemble en effet à une boule d'ivoire lisse. Elle est reliée par un haut col amidonné à un tronc rigide d'où s'agite un bras terminé de gants blancs. Les derniers rayons du soleil s'y concentrent et s'amusent à le faire luire. Elle va bientôt se consumer en prononçant son discours. L'assistance pourra alors se réchauffer à ce brasier avant de s'enflammer à son tour, lorsque les mots l'atteindront comme autant de brandons poussés par le souffle de l'orateur. Gabriele d'Annunzio s'accroche au parapet du balcon comme à un bastingage et scrute l'horizon, ignorant la masse mouvante sur laquelle il vogue. Une vigie n'a pas besoin d'observer le sillage du navire ni l'équipage pour prendre la parole. Il distingue d'ailleurs avec peine ceux qui l'écoutent. L'œil droit est inerte. Quant au gauche, il ne veut pas le ceindre d'un de ces caramels de verre pour corriger sa myopie. Coquetterie oblige. Sous lui s'étale une toile futuriste où tout bouge, tout court, tout se transforme rapidement. La foule y vibre, se compose, se décompose et se recompose dans une brume couleur bronze au reflet doré. La clarté déclinante passe à son tamis les teintes des uniformes vert de gris des soldats, les robes pastel des femmes et les costumes sombres des bourgeois. Ce n'est pas l'instant qui se fixe sur sa rétine embuée, mais son mouvement, l'écume qui gicle dans le ressac de sa houle. Des mottes de terre brune soulevées par une pluie de shrapnel. Vibrations précipitées de chéchia, képis et chapeaux ronds déformés. Discerner les détails n'a aucune importance. Il veut remuer l'âme de son auditoire, pas le dévisager, l'enchanter de sa voix de baryton, le ravir en le prenant dans les raies des mots qu'il scande. Son balcon n'est plus celui d'un prince fantoche saluant ses sujets. Il devient à la fois la chair
d'où le prédicateur prononce son oraison, le perchoir d'où le tribun invective l'assemblée, la barre d'où l'avocat adresse sa plaidoirie. D'Annunzio est le prophète d'une nouvelle religion civile centrée sur la sacralité de la patrie. Il est le défenseur des humbles face aux puissants. Il est l'orateur demandant réparation pour un honneur bafoué. Dans tous les cas, l'éloquence est placée au service d'une cause, fiume. On ne raisonne pas sur une cause, on l'épouse. Pour que la foule y souscrive, il faut la séduire, pas la convaincre. Le poète veut la conquérir comme il a conquis ses maîtresses, par la puissance de son désir. La femme la plus simple du monde exige encore chez l'homme le plus grand un peu de charlatanisme, écrit Balzac. Et le plus bel amour ne signifie rien quand il est brut. Il lui faut la mise en scène de la taille et de l'orfèvrerie. Gabriele D'Annunzio est maître en la matière et puise à pleine main dans ses trésors inépuisables de rhétorique les mots qu'il offre à ceux qui l'écoutent. Il l'a toujours fait. Et, déjà, en 1902, l'écrivain Edmondo de Amici rapporte dans un article de la Tribuna: la force de son discours découle de l'admirable richesse, délicatesse et des propriétés de son langage, du très bel art de donner de la valeur à chaque mot, de dire les choses les plus banales comme les plus difficiles d'une manière qu'elles pénètrent et s'impriment dans le cerveau, comme s'il est marqué de sa plume, de présenter ce qu'il dit, pas uniquement avec les mots et les phrases, mais avec le son de sa voix, avec le mouvement de ses lèvres, avec les gestes de la main, avec l'expression du regard. On dirait que son art oratoire renferme tous les arts, qu'il parle, chante, joue de la musique, dessine et sculpte en même temps. Le fin lettré n'a pas l'intention que la foule, le plus souvent grossière, comprenne le sens mais l'essence de ses propos. Alors seulement, les regards, dont la fixité est au début celle de l'effort, deviendra celle de l'extase. A-t-on besoin de reconnaître toutes les notes d'un parfum ou d'un chant pour en être grisé? Il n'explique pas, il exige, il ne démontre pas, il affirme. Mais ces mots ne sont pas mécaniquement martelés, comme le feront quelques années plus tard les rhéteurs manipulateurs de masse. D'Annunzio, en y faisant naître une flamme, se passionne pour la chaleur et la lumière qu'elle suscitera. Eux ne pensent qu'à l'incendie qu'elle leur permettra de déclencher. Il veut aussi solliciter son âme, quand il ne vise qu'à réveiller ses instincts. Toujours et partout, Gabriele D'Annunzio rêve de bouleverser le monde d'un tour de phrase. Il attribue aux livres et aux poèmes une influence directe sur les foules, constatait Marinetti, avant de déplorer qu'elles vivent dans une ignorance parfaite des poètes. Pas lorsque celui qui les harangue revêt un uniforme, répond au surnom de Vaté, et sait comment s'adresser à elles. Gabriele D'Annunzio l'a compris dès son plus jeune âge, lorsque, encore adolescent, il écrit à un ami: « Je suis un mauvais poète et un intrépide raconteur de rêves. » Il infirmera rapidement la première partie de cette confidence tout en démontrant la justesse de la seconde. Car la plus ou moins grande grâce déployée dans l'agencement des mots n'est digne que d'un versificateur se faisant écho de l'esprit du temps. Gabriele D'Annunzio, lui, pressent ce qui chez les hommes n'est qu'en formation et exige que ces mots aient un écho chez ceux qui les lisent ou les écoutent. Il sait quelle corde pincer pour qu'une note y résonne profondément. Elle sera plus ou moins harmonieuse selon son inspiration. Qu'importe, puisque le plus important est de susciter un sentiment, une émotion, une passion la plus ardente qui soit. Ce sont les clés pour ouvrir la porte de la chambre morne, sordide et médiocre, dans laquelle les hommes ne savent pas demeurer en repos. Si certains finissent par s'accommoder d'en faire tristement le tour ou n'envisagent même pas d'en franchir le seuil, ce n'est pas le cas de Gabriele D'Annunzio. Il sait que chez tous émerge un moment un instinct vague du vrai, du bon et du beau, à la recherche duquel on peut renoncer, ou bien obstiné comme il est, s'y attacher sans cesse. Qu'il aime le suive, pour s'évader de sa prison existentielle et partir à l'aventure. Quel roman que ma vie! Tout le monde ne peut pas faire de son existence une épopée, mais tout le monde y aspire, ne serait-ce que fugacement, ou par procuration en tournant les pages d'un livre. C'est ce ressort que D'Annunzio tend. C'est cette pulsion qui s'évertue de satisfaire. Entre le roman subtil, passionné et pervers,
que la dame respire avec une lenteur voluptueuse en attendant dans la mélancolie de son salon, écrit-il, et le roman d'aventure sanguinaire que la plèbe dévore au comptoir de sa boutique, il y a juste une différence de prix. Les 2 volumes servent à assouvir le besoin de rêve, l'appétit sentimental. Les deux, de manière différente, trompent une aspiration agitée à sortir hors de la réalité médiocre. C'est pour cela qu'il rejette le vérisme, ce courant littéraire italien, incarné notamment par Giovanni Verga, auteur du cycle des vaincus, décrivant le courage avec lequel les humbles affrontent la vie. Gabriele D'Annunzio est en revanche convaincu que, comme lui, ils veulent des histoires qui transcendent sa banalité. Il a donc besoin de tout sublimer, à commencer par ses origines. « Je suis né sur la mer Adriatique, à bord du brigantin Irène », répond-il dans un entretien accordé à la revue hebdomadaire en 1893. Cela sied bien mieux à son personnage que l'ordinaire maison des Abruzzes dans laquelle il a vu le jour. Il mérite bien son surnom, Il Magnifico, mot du XVIIIe siècle qu'il emploie dans son roman Le Feu et qui signifie « créateur d'images ». Utilisé pour qualifier son alter ego, Stelio Efrena, jeune et brillant poète, on l'en affublera par autonomasie. La guerre lui permettra de redonner de la vigueur à son inspiration. Il l'accueille avec enthousiasme. Elle n'abreuve pas une soif de violence, mais assouvit son désir effréné d'extraordinaire dans l'existence. Un conflit, a fortiori mondial, quoi de plus hors du commun dans une vie. Il brise son cadre étroit, détruit tous ses repères et lui confère une intensité inédite, comme l'a parfaitement expliqué Roger Caillois dans L'homme et le sacré. La guerre représente bien le paroxysme de l'existence des sociétés modernes. Elle constitue le phénomène total qui les soulève et les transforme entièrement. C'est la phase de l'extrême tension de la vie collective, celle du grand rassemblement des multitudes et de leurs efforts. Chaque individu est ravi à sa profession, à son foyer, à son habitude, à son loisir, enfin. La guerre détruit brutalement le cercle de liberté que chacun ménage autour de soi pour son plaisir et qu'il respecte chez son voisin. Elle interrompt le bonheur et les querelles des amants, l'intrigue de l'ambitieux et l'œuvre poursuivie dans le silence par l'artiste, l'érudit ou l'inventeur. Elle ruine indistinctivement l'inquiétude et la placidité. Rien ne subsiste qui soit privé, ni création, ni jouissance, ni angoisse même. Nul ne peut rester à l'écart et s'occuper à une autre tâche, car il n'est personne qui ne puisse être employé à celle-ci de quelque façon. Elle a besoin de toutes les énergies. Ainsi succède à cette sorte de cloisonnement où chacun compose son existence à sa guise, sans participer beaucoup aux affaires de la cité, un temps où la société convie tous ses membres à un sursaut collectif qui les place soudain côte à côte, les rassemble, les dresse, les aligne, les rapproche, de corps et d'âme. Le 13 août 1914, 10 jours après le début des hostilités entre la République et le Reich, alors que son pays se déclare neutre, D'Annunzio l'appelle de son ode pour la résurrection latine à engager la lutte aux côtés de la France et confirme qu'il est bien l'oracle du nationalisme italien. Voici ton jour, voici ton heure, Italie, et pour cette heure, des années merveilleuses, la plénitude de tes allégresses. L'ai-je annoncé avec le bûcher et avec les hymnes? L'ai-je appelé dans la vigile et dans l'attente? L'ai-je hâté par la rancune et par l'amour? Les pieds graves du destin se transmuent en ailes soudaines, et sur un front marmoréen s'allume la flamme à 2 cornes que portait le libérateur au devant du champ couvert de rosée. C'est le signe, c'est le signe. Choisis d'être souveraine ou serve, choisis de monter ou descendre, choisis de vivre ou périr. Je te montre le signe, malheur à toi si tu doutes, malheur à toi si tu hésites, malheur à toi si tu n'oses jeter le dé. Lui trépigne d'impatience de se jeter dans la mêlée et rentre en Italie de son exil français pour exhorter son peuple au combat. Ô les cœurs, plus d'hésitation, plus d'angoisse, plus de courroux, plus de honteux marchandages. Nous ne laisserons pas déshonorer l'Italie, nous ne laisserons pas la patrie périr en ce printemps douloureux. Ici, on renaît, ici on fait l'Italie la plus grande. Que le sort s'accomplisse, que ce qui est nécessaire s'accomplisse. Que la résurrection de la patrie s'accomplisse. Nous devons le vouloir, nous le voulons. Vive l'Italie la plus grande, vive la juste guerre. Quelle qu'elle soit, elle est éminemment d'annunzienne,
par sa rhétorique exacerbée. Les concepts les plus abstraits, débités jusque-là sur un ton léger, se muent immédiatement en évidence chargée de gravité. L'injonction de vivre chaque instant comme si c'était le dernier ne provoque plus uniquement le sourire attendri arraché par un poncif. La guerre, en général, et celle-ci en particulier, en est une des plus grandes pourvoyeuses. Mais les excès et la surenchère n'ont jamais rebuté D'Annunzio, qui multiplie avec plaisir les appels, les manifestes et les harangues aux troupes et à ses compatriotes. Mais comment celui qui invoque la geste héroïque et la belle mort, jusqu'ici consubstantielle à la guerre, peut-il continuer à promouvoir un conflit industriel dont elles ont été les premières victimes? Les tirs cadencés de l'artillerie lourde ont remplacé les charges de cavalerie. Quoi de plus routinier qu'une vide tranchée? Là encore, cette absurdité et cette trivialité sont transcendées par la mystique guerrière, sublimées par une propagande dont la définition est d'inventer des images pour frapper les esprits et traverser la réalité. Le corps meurtri et souffrant du soldat n'est pas dispersé par les obus. Il tombe au champ d'honneur. Les balles ennemies ne le déchiquettent pas. Elles l'y font tout au plus dormir. Dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. On meurt pour des mots. C'est toujours mieux que de mourir pour rien. Patrie, gloire, courage, honneur. Les 2 conflits mondiaux ont complètement démonétisé ces valeurs refuges qui ont servi à verser pendant des siècles l'impôt du sang. D'Annunzio n'a pas l'impression de se payer de mots lorsqu'il compose en décembre 1915 pour la gloire, 6 mois après l'entrée en guerre de son pays et ses premières hécatombes qu'il décrit pourtant avec un luxe de détails. Les voilà, Dieu d'Italie, nos morts. Nous les recueillons sur les sommets, où l'âme et l'air sublime sont la solitude des forts. Fréquenter l'âme et l'air sublime, c'est justement ce qu'aime le pilote D'Annunzio. Quoi de mieux que les cieux pour traverser ce temps suspendu de la guerre? Sa voix y porte mieux et plus loin. Il n'a pas plus envie de le noyer dans la boue des tranchées que dans les marais de la paix. Je suis habitué à pétrir l'âme des soldats, matière ardente, accessible aux sentiments fougueux et purs. Que pourrait devenir ma parole dans la puanteur des intérêts bas et des manœuvres politiques? Son engagement en tant qu'aviateur est la métaphore de ce qu'il demande aux Italiens. Préférer l'euphorie des grands idéaux et des sentiments élevés. Des cieux, il surplombe le marasme dans lequel il pourrait s'embourber, en suivant des dirigeants au prosaïsme étriqué se livrant à des marchandages. Il fait sienne la maxime de Napoléon. On ne conduit un peuple qu'en lui montrant un avenir. Un chef est un marchand d'espérance. Et pour cela, il convient de refuser les marchandages des politiciens qui bradent l'honneur et le droit du pays pour quelques lignes de crédit, en plus de la part des banques britanniques, ou quelques livraisons supplémentaires de charbon ou de grains de la part des Américains. On ne vit pas uniquement de pain. Tiré ainsi, Il Giornale d'Italia, pour interpeller le président du Conseil, Francesco Saverioniti, économiste sensible aux mots ravitaillement, matières premières et dette. Des mots bien raisonnables. Or, l'Italie, depuis le conflit, notait Albert Londres, ne forme plus qu'un seul bloc sur quoi le raisonnement a cessé de mordre. Gabriele D'Annunzio veut justement s'en saisir et le tailler avec ses outils que sont ses mots. Se servir de sa gouaille comme d'une gouge, de ses sermons comme des ciseaux, de ses monologues comme des maillets. Les Italiens aiment son éloquence qui galope comme un quadrige, constate Albert Londres, frappant des images à chaque coup de sabot. Il aime sa franchise, qui éternue en plein dans les figures, surtout si elles sont celles de la Société des Nations. Ils aiment sa colère, parce qu'elle fait jaillir du feu, sa flamme, parce qu'elle laisse une odeur de grillé, et ses excès, parce qu'ils sont nationaux. Le poète, en Italie, est resté l'être supérieur qui possède la lumière. Les Italiens aiment le halo de la sienne. Qu'ils se mettent en marche, ils le suivront, ou ils s'en moquent. Le poète au pouvoir, c'est avant tout le pouvoir des mots. D'Annunzio sait depuis longtemps que la puissance de ceux qu'il rassemble lui permet de séduire les femmes, de circonvenir ses interlocuteurs ou de subjuguer ses lecteurs en les chargeant d'une dose d'onirisme. En découvrant celle qui lui consent d'exalter la multitude, il découvre qu'il peut certes engendrer des rêves, mais aussi influer sur la réalité en changeant le cours des événements. Le langage n'a pour lui qu'une seule valeur, celle performative,
qui réalise une action par le fait même de son énonciation. Dans sa vie privée, déjà, dire est synonyme de faire, et il considère comme déjà réalisé ce qu'il annonce. D'Annunzio n'est-il pas le plus beau des aptonymes, un nom de famille correspondant de manière troublante à la principale caractéristique de celui qui le porte? Les mots peuvent bercer d'illusions ou secouer les consciences comme celle des Vénitiens que le poète soldat fouette en ce 25 avril 1919 sur la place Saint-Marc. Reprenant la parole après avoir été interrompu par la foule, lançant le long du campanile « Vive Fiume !» il déclare « L'étendard des Dalmates reprend ce matin au soleil sa couleur originelle, le rouge. Et sur tous les drapeaux ce matin, le rouge prédomine. Que nous importe désormais du vert? Que nous importe désormais de l'espoir? Nous n'espérons plus, mais nous voulons. Vous comprenez? Nous voulons. Répétez ce verbe. Nous voulons, reprend en chœur l'assistance. En le répétant, en chair et en esprit, chacun de vous, même le plus humble, crée le nouveau destin. Nous le voulons, hurle encore la foule. Cela suffit. Il y a une citation. La vie est un combat, et le chemin est semé d'embûches. Mais nous sommes forts, nous avons 20 ans, l'avenir est à nous. Couplet de l'hymne des Arditi, jeunesse. Bon. Merci beaucoup Elfie pour la lecture. Je t'en prie. Chapitre, comme on disait en intro, qui décrit bien la personnalité de D'Annunzio, qui il est, ce qu'il a fait et surtout comment il veut communiquer avec le monde. Cette manière de jouer avec les mots, d'être un poète dans sa vie politique à travers la foule, ouais. C'est superbe en fait. On j'aime... se rend bien compte qu'il veut rentrer dans le cœur des gens, ouais. Parler à leur cœur plutôt qu'à leur esprit d'ailleurs. Il cherche pas à convaincre. D'ailleurs, il y a une phrase qui je trouve est pas mal, qui sonne un peu Necfeu, mais qui est pas mal. C'est qu'il cherche à s'adresser à l'essence plutôt qu'au sens. Ah oui. Des gens. Rime faible. J'avoue. Tout ça pour dire que ouais, c'est quelque chose qui touche et toi comme moi, je pense qu'on a déjà assisté à des discours politiques ou autres ou même artistiques qui vont parler de quelque chose et on va pas se rappeler de ce qui a été dit, mais on va se rappeler de ce qu'on a ressenti bien à sûr. ce moment-là. Je crois que c'est la plupart du temps, c'est ça. Ouais, bah oui. De toute façon. C'est ça qui fait que tu t'en rappelles. Et d'ailleurs, je pense que dans la plupart des dirigeants politiques ou de partis qui font des discours, il manque maintenant un peu cette flamme, ce côté onirique et poétique. Du discoureur et tu sais comment on appelle ça, il y a un mot latin là pour décrire l'orateur. Ouais, de l'orateur. Et on a plus ça, je trouve que c'est très c'est technique, hein. C'est technique et chiant en fait maintenant. Il y a pas très longtemps là, j'étais en train de dîner avec des amis et de la famille qui sont pas forcément de nos milieux. Et les discussions politiques notamment. C'était terrible, hein. C'était purement technique. Ah ouais. Il y avait aucune profondeur, aucune passion, rien du tout. Les seules passions qui pouvaient à peu près exister, c'était une espèce de misérabilisme. Pauvre machin. Ouais, pauvre truc, machin. Mais revu. Aucune volonté, rien du tout, aucune flamme. Enfin, t'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à des gens qui étaient un peu morts à l'intérieur. Je crois que c'est ce que crée malheureusement le libéralisme à tout craint. Ouais. Tu sais, la recherche de l'argent pour l'argent, de s'enrichir seulement pour s'enrichir. Mais surtout depuis qu'on a décidé d'être dirigé par des gestionnaires. Enfin, c'est quand même terrible. La semaine dernière, on parlait des Arditi, qui n'auraient pas pu être dirigés par une connasse de N+1 qui te met une réunion de RH de con là. Genre à 19h, j'ai le taf. Et au final, nous, on a décidé de mettre à la tête de notre pays des dirigeants, des RH. C'est terrible. Mais que diraient les Arditi? Ah ouais. Là, ils se retournent tous dans leur tombe en Italie, je crois. Les pauvres, il y a guère que Casapoun pour essayer de faire revivre la flamme de la politique et de l'idéologie un peu fasciste. Je te trouve dur quand même. Il y a des gens passionnés quand même, surtout chez les Latins. Mais c'est sûr. Et en France aussi, il y a des gens passionnés. Mais je veux dire, comment collectivement on s'est dit que c'était normal et que c'était souhaitable d'avoir des gens chiants pour nous diriger. Enfin, toi dans ton groupe d'amis, celui que t'as envie de suivre le plus, c'est qui? C'est pas le plus fou, mais si c'est le plus fou quand même. Ouais, c'est celui qui a le plus l'envie quoi. Et le chiant, il vient derrière arrondir un peu les angles, etc. C'est ça.
un président, pour moi, il doit être fou, et le Premier ministre doit arrondir les angles. C'est ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais là, tu vois, c'est marrant parce que de nos jours, on dit que, par exemple, les discours, alors les gens qui sont pas dans la technique, mais beaucoup plus dans les discours enflammés, etc., ce sont on appelle ça comment déjà Des populistes. C'est des populistes. Mais c'est bien des populistes. Alors que et on dit que le populisme n'a plus de sens technique et donc est moins pertinent. Alors que en fait, on est avec des gestionnaires RH qui prennent des décisions, je trouve, qui sont très on peut dire objectives, enfin soi-disant objectives, mais en fait qui manquent énormément de sens. C'est un algorithme. C'est très algorithmique. Et alors qu'avant, justement, on s'en foutait en fait, disons, de la technique. Quand tu regardes la gueule de la 4ème République, où les mecs ils s'arrachaient la tête pour des décisions politiques, il y avait aucun gestionnaire, c'était quand même relativement mal branlé. Le gouvernement durait 10 jours. On comptait quand même beaucoup sur les communautés naturelles, notamment les communes, pour se gérer elles-mêmes. C'est ça. Le fameux anarchisme un peu géographique. Enfin, tu sais, la délocalisation du pouvoir, moi j'aime bien. Le principe de subsidiarité. Ah oui, c'est ça. Moi, ça me plaît ça. Ouais, ce côté, chaque petite localité est sa propre autogestion. Et ben, c'est merveilleux. Quoi, je pense que le prochain bouquin qu'on lira, ce sera un bouquin de Proudhon, alors parce que c'est exactement ça. Ben, je trouve, enfin, moi j'avais commencé à écrire un livre, tu vois, que j'ai appelé, Mon Europe. Et où je trouvais que chaque famille, là c'est carrément au-delà du territorial, tu vois, c'est chaque famille devait être, disons, une propre société, tu vois, un peu complètement non en phase avec les autres. Et c'est cette diversité, je trouve, qui fait vraiment la beauté d'un pays, en fait, tu vois. Ça, et à propos du pays et de cette diversité-là, alors là-dessus je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais on va peut-être refermer la parenthèse. Il parle aussi du fait que la guerre met en pause ces diversités-là et cette énorme diversité qu'on a chez les individus d'existence. Oui, chacun sa vie, chacun fait son petit bonhomme de projets, chemin, etc. Ouais. Et au final, en effet, quand on est dans un pays en paix, tout le monde, on finit vite par se perdre dans ces petits projets, l'individualisme. Voilà, évidemment l'individualisme qui est amené aussi par le libéralisme, par la révolution industrielle, tout ce qui fait que on n'a plus besoin des autres, forcément. En tout cas, on pense qu'on n'a plus besoin des autres pour vivre. Et j'aime bien ce passage-là où il dit que la guerre met tout en pause, qu'il n'y a plus rien de privé qui existe, et en fait elle refait un peuple, pour reprendre la formule de Mistral, qui est très appréciée de nos camarades de Tennesseun. Et qui fait également écho au chapitre qu'on a lu juste avant. Enfin, le chapitre sur l'Arditi. Sur l'Arditi, voilà. Bien sûr. Avec, je crois que c'est Marinetti qui disait que la guerre comme seule hygiène de l'histoire. C'est ça. Voilà, avec en gros la guerre qui trie le bon du mauvais dans un pays. C'est ça. Et on n'avait pas du tout cette interprétation-là la semaine dernière, mais là, avec l'éclairage de ce chapitre-ci, quand tu parlais de trier le bon grain de livret, etc., je pense qu'on est là-dessus aussi, mais dans le choix de société qu'on fait. C'est-à-dire que le choix de société qui n'est pas capable de supporter la guerre, en fait, c'est pas possible, il dégage, tu vois. Et c'est quand même la meilleure sélection naturelle. Moi, je prendrais pour exemple le communisme. Le communisme, la meilleure sélection naturelle qu'on a eue par rapport au communisme, c'est la guerre, ou en tout cas les différents conflits dans lesquels l'URSS a été impliqué. Et en fait, arrivé un jour, l'URSS n'a plus été capable de faire face en termes de budget, surtout économiquement, en termes d'organisation, etc. Et ça a été une sélection naturelle au niveau des États. Et la guerre comme seule hygiène du monde, je trouve que ça peut aussi participer à ça, quoi. La guerre élimine. Quelle que soit la guerre physique, la guerre économique. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, c'est dans tout. Le conflit est, on va dire, généralisé, bien sûr. C'est ça. Tout à fait. Et j'ai bien aimé la formule, la guerre, elle rapproche les corps et les âmes. Et il parlait aussi du passage de D'Annunzio en France. Enfin, il parlait pas vraiment de sa présence en France, il parlait du fait que D'Annunzio s'est en tout premier engagé dans la guerre aux côtés de la France. Ouais, c'est ça. Et qu'après, il allait motiver les Italiens. Seulement, tout à fait. Donc, il y avait quand même une légitimité et surtout une connaissance des combats, parce que on disait la semaine dernière que quand les Italiens sont entrés dans la guerre, c'était pas du tout le même contexte que pour les Français. C'était un an après. Parce que ils connaissaient un peu la tronche que la guerre avait, quoi. Alors que les Français, l'Alsace et la Lorraine récupérés en 3 semaines, voilà, avec
toutes ces belles idées que la France était bien supérieure à l'Empire austro-hongrois. Effectivement, c'était très balayé, assez rapidement d'ailleurs. C'est ça. Et du coup, sur son petit passage en France, on a une petite anecdote là que j'ai lue. Donc lui, il arrive en France en 1910 à Arcachon pour fuir ses créanciers. Et à mon avis, les maris jaloux aussi des femmes qu'il a vues, sachant qu'il est divorcé quelques années plus tôt. On n'a pas le détail des créances. Peut-être que sa garde-robe y est pour quelque chose. Peut-être. On sait pas trop, mais... Et là-bas, il écrit une pièce pour ballet avec Claude Debussy, donc qui est un immense compositeur. Et cette pièce, elle s'appelle Le Martyr de Saint-Sébastien. Et en fait, elle était un petit peu, comment le dire Mais est-ce qu'on a le détail de pourquoi est-ce qu'elle était anti-catholique? Elle était pas anti-catholique, mais elle était un peu vulgaire. Elle était profane. Elle était un peu vulgaire. Elle était un peu osée, dirons-nous. Pour les mœurs de l'époque, c'est vrai que c'était très osé. Et donc, elle s'était attiré les foudres de l'archevêque de Paris, qui avait menacé d'excommunication tous les catholiques qui assisteraient au spectacle. Rien que ça. Il aime pas excommunier D'Annunzio, il voulait excommunier tous ceux qui allaient voir, le spectacle. Fallait y aller avec un cache-cou. C'est ça. Et en même temps, l'État français, après cette œuvre-là, il a décidé de récompenser D'Annunzio pour sa francophilie dans le texte, c'est écrit comme ça. Il voulait le récompenser de sa francophilie en réglant ses dettes. Voilà, ils ont payé tous ses fringues à ce petit. Donc là, toutes les fringues qu'il embarque à fumer, tu sais, c'est 30 malles, c'est 30 vestes, c'est 60 pantalons, etc. C'est 40 chapeaux. C'est tout l'État français qui a payé, alors que c'était juste avant la guerre qu'on avait besoin de cet argent. Ma bien khalass. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que d'un côté, on a vraiment l'archevêque qui veut excommunier les gens, l'État français qui pourtant lui fait quand même une belle grâce. Ouais. Et attends, je crois que c'est 1915 la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est quand? Ou 1905 peut-être. Ouais, c'est 1905. Donc en fait, c'est pour ça. C'est pour ça que, comment dire, on n'a pas eu l'État français qui s'est un peu aligné sur l'Église. C'est ça. Alors je sais pas comment est constitué le gouvernement à ce moment-là, mais on imagine très bien que le gouvernement de cette époque-là avait très envie de se mettre en opposition par rapport à l'Église, de fou, et de subventionner des œuvres et des représentations un peu anti-catholiques. C'est ça. Et on va conclure cet épisode avec la fameuse maxime de D'Annunzio, nous voulons, noi vogliamo, qui d'ailleurs, on va encore forcer avec cette série-là dans M le fils du siècle, est très souvent prononcée dans l'épisode où il parle de Fiume. Et nous, c'est une maxime qu'on aime bien aussi, c'est qu'on n'aimerait pas, c'est pas qu'on voudrait bien, c'est non, on veut. C'est vraiment ce côté la tiédeur. Et le fait d'y aller à fond, même dans l'erreur, en fait, c'est ça, c'est nous voulons. Nous voulons, et puis c'est tout, il y a pas de discussion possible. On se trompe, pas grave, on voulait. Voilà. Et c'est ça qui compte. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Épisode peut-être un peu plus court que les autres, parce que bon, le chapitre était aussi plus court, et il y avait un petit peu moins de références historiques. On avait moins de choses à se mettre sous la dent. Moins de choses à se mettre sous la dent. On se retrouve la semaine prochaine, donc pour le prochain épisode de La Folie d'Annunzio. Voilà, ce sera le chapitre 7, l'idole des jeunes. C'est ça, que je vous lirai. Voilà, que ce bon vieux Cosaque vous lira. Merci pour votre écoute attentive.